Avez-vous déjà remarqué que ce que nous appelons la peur de la mort n'est pas tant la peur de mourir que celle de disparaître alors que nous sommes encore en vie? Dans le taoïsme, il existe un concept appelé Wu Wei, qui signifie agir sans effort, suivre le cours naturel des choses plutôt que de leur résister. Lorsque nous résistons à l'impermanence, nous créons de la souffrance. Lorsque nous essayons de figer notre identité, notre image, notre rôle social, nous mourrons à petit feu parce que nous nions le flux naturel de l'existence. La peur de la mort physique n'est que la partie visible d'une terreur plus profonde, la peur de ne pas être qui nous pensons être. Ce script explore comment la sagesse zen dissout cette illusion à la racine, non pas par le réconfort, mais par la clarté. Voici la chaîne Solstice, un espace dédié à l'exploration honnête des schémas qui régissent l'expérience humaine. Ici, pas de promesse d'illumination instantanée, ni de formule toute faite pour éliminer la souffrance. Ce que nous offrons, c'est une lentille, une façon d'aborder la vie, la mort, la peur et l'identité à travers la philosophie orientale, la psychologie profonde et l'art comme langage symbolique. Chaque vidéo fonctionne comme une leçon structurée, une invitation à examiner ce qui se cache sous la surface du quotidien. Si vous cherchez des réponses rapides, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous cherchez une véritable compréhension, vous êtes sur la bonne voie. En 2019, la neuroscientifique Jill Bolte-Taylor a décrit publiquement son expérience d'avoir subi un accident vasculaire cérébral hémorragique alors qu'elle était encore consciente. Au cours de cet épisode, elle a rapporté la dissolution progressive de son identité verbale, de son histoire personnelle, de sa notion de séparation entre moi et le monde. Ce qu'elle a décrit n'était pas de la terreur, mais un sentiment d'expansion et de paix profonde. Lorsque le circuit qui soutient le moi a été temporairement désactivé, la peur a également disparu. Cet événement réel illustre ce que le zen enseigne depuis des siècles. La peur de la mort n'est pas instinctive, elle est construite. Elle dépend d'un récit sur qui nous sommes et ce récit peut être examiné, déconstruit et finalement abandonné. Le zen ne vous propose pas d'accepter la mort comme inévitable et d'avancer avec résignation. Il propose quelque chose de beaucoup plus radical, d'examiner directement ce qui est en train de mourir. S'il n'existe pas de moi fixe, substantiel et permanent, alors qu'est-ce qui disparaît exactement lorsque le corps cesse d'exister? La tradition zen appelle cela anatman, l'absence d'un moi indépendant. Il ne s'agit pas d'une théorie philosophique abstraite, mais d'une perception directe accessible par la pratique méditative. Lorsque vous observez vos pensées, vos émotions et vos sensations avec une attention soutenue, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne derrière, elle, seulement des processus qui se déroulent. Cette perception ne génère pas de nihilisme, elle génère de la liberté. L'impermanence n'est pas une triste vérité que nous devons accepter pour être mûrs. C'est la condition qui permet à toute chose d'exister. Si votre corps ne changeait pas constamment, vous ne pourriez pas grandir, guérir, vous adapter ou apprendre. Si vos cellules ne mouraient pas, vous ne pourriez pas renouveler vos tissus. Si vos pensées ne disparaissaient pas, vous ne pourriez pas en avoir de nouvelles. Le problème n'est pas l'impermanence en soi, mais la tentative de figer quelque chose qui est, par nature, fluide. Dans le zen, cette tentative de figation s'appelle l'attachement, et c'est la racine de la souffrance. Lorsque vous essayez de retenir l'eau avec vos mains, elle s'échappe. Lorsque vous ouvrez vos mains et laissez l'eau s'écouler, vous pouvez être dans l'eau sans rien perdre. La pratique zen de l'attention au moment présent ne consiste pas à se détendre ou à soulager temporairement le stress. Il s'agit de réaliser que le seul endroit où la vie se déroule, c'est maintenant. La peur de la mort est une projection mentale sur un avenir imaginaire. À cet instant précis, vous n'êtes pas mort. À cet instant précis, il n'y a pas de mort. Ce qui existe, c'est la respiration, la sensation, la perception. Lorsque l'attention est ancrée dans le présent, la peur perd de sa substance car elle dépend de récits sur le temps. Cela ne signifie pas nier la mort ou prétendre qu'elle ne viendra pas. Cela signifie reconnaître que la mort n'est pas là maintenant et que le seul moment qui existe est celui-ci. Si vous souhaitez explorer ces idées plus en profondeur,
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un « j'aime » aide l'algorithme à diffuser ce contenu à davantage de personnes en quête de clarté, tout en soutenant la continuité de la chaîne. Ce n'est pas une vidéo à regarder passivement. C'est une invitation à observer votre propre expérience avec un regard neuf. En 1969, le moine Zen Shunryu Suzuki enseignait à San Francisco lorsqu'un étudiant américain lui demanda directement « Que se passe-t-il après la mort ?» Suzuki resta silencieux pendant un long moment, regardant le jeune homme avec une expression que les personnes présentes décrivirent comme à la fois douce et implacable. Puis il répondit « Je ne sais pas ». L'étudiant insista, surpris. « Mais vous êtes un maître zen, comment pouvez-vous ne pas le savoir ?» Suzuki sourit légèrement et dit « Je ne suis pas encore mort ». Certains rirent nerveusement. D'autres ont senti quelque chose bouger en eux, une ouverture inattendue, là où il n'y avait auparavant qu'un besoin désespéré de certitude. Cette réponse n'était pas évasive, elle était précise. Suzuki n'esquivait pas la question. Il mettait le doigt sur la structure même de la peur, l'exigence que l'inconnu soit connu avant d'être vécu. Ce qui a rendu cette réponse si dérangeante pour beaucoup, c'est qu'elle supprime le réconfort métaphysique auquel nous sommes habitués. La plupart des traditions religieuses offrent des descriptions détaillées de l'au-delà. Paradis, enfer, réincarnation, dissolution dans l'absolu. Ces récits remplissent une fonction psychologique importante. Ils organisent la terreur de l'inconnu en catégories gérables. Le zen ne nie pas ces récits, mais il ne les affirme pas non plus. Au lieu de cela, il renvoie la question. Pourquoi avez-vous besoin de savoir maintenant ce qui se passe après ? Que révèle ce besoin sur la façon dont vous vivez le moment présent ? La tension entre la curiosité naturelle à propos de la mort et le refus zen d'alimenter les spéculations crée un espace inconfortable, et c'est précisément dans cet inconfort que quelque chose peut être compris. Suzuki n'était pas cruel. Il enseignait selon la méthode directe du zen, qui consiste à couper à la racine la structure conceptuelle qui soutient la souffrance. La peur de la mort se nourrit de projections. Nous imaginons un moment futur de dissolution, de perte totale de contrôle, de séparation définitive de tout ce que nous connaissons. Ces images sont construites par l'esprit et non par l'expérience directe. Personne ici n'a fait l'expérience de sa propre mort. Tout ce que nous avons, ce sont des idées, des histoires, des peurs, héritées culturellement. Le zen pose la question suivante. Et si le problème n'était pas la mort en soi, mais la relation que vous établissez avec cette idée? Et si la peur ne concernait pas l'événement réel, mais le récit que vous avez construit autour de lui? Il existe un koan zen célèbre qui dit « Montre-moi ton visage originel, celui que tu avais avant la naissance de tes parents. » À première vue, cela semble absurde. Comment puis-je avoir un visage avant d'exister? Mais le koan ne demande pas une réponse logique. Il pointe vers quelque chose qui précède l'identité construite. Avant que vous ne receviez un nom, avant que vous n'appreniez à vous reconnaître dans le miroir, avant d'accumuler des souvenirs et des rôles sociaux, qu'existait-il? Le zen suggère que ce visage originel n'est pas quelque chose de perdu dans le passé, mais quelque chose qui est toujours présent sous les couches du conditionnement. C'est la conscience pure, antérieure à l'histoire personnelle. Si vous parvenez à toucher cela, même brièvement, la mort perd son pouvoir absolu car il n'y a plus de quelqu'un fixe à anéantir. La relation entre l'identité et la peur de la mort devient encore plus claire lorsque l'on observe des personnes dans des états de conscience modifiés. Dans des études cliniques sur la psilocybine menées à l'université Johns Hopkins, des patients atteints d'un cancer en phase terminale ont rapporté une réduction drastique de leur anxiété liée à la mort après une seule séance assistée. Ce qui a provoqué ce changement, c'est ce que beaucoup ont décrit comme une dissolution temporaire du sens du soi, une expérience d'unité avec quelque chose de plus grand. Lorsque le moi se dissout, la peur se dissout également. Cela ne prouve pas que l'identité est une illusion au sens philosophique, mais cela démontre que l'intensité de la peur est directement liée à la rigidité avec laquelle nous nous accrochons à une image de nous-mêmes. Plus nous investissons dans l'idée d'être une entité séparée, permanente et vulnérable, plus la mort devient menaçante. Le zen ne vous demande pas d'y croire.
Il vous demande d'enquêter directement. Asseyez-vous en silence. Observez vos pensées apparaître et disparaître. Observez les sensations dans votre corps apparaître et se dissoudre. Observez les émotions se former et passer. Où, dans ce flux constant, se trouve le vous qui doit être protégé de la mort. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une expérience. La pratique méditative zen consiste à voir clairement ce qui se passe déjà. Et ce qui se passe, toujours, c'est le changement. L'impermanence n'est pas une doctrine bouddhiste. C'est la description la plus précise de la réalité que nous pouvons articuler. Tout ce qui existe est en constante transformation. Votre corps, vos pensées, vos relations, le monde qui vous entoure. Rien ne reste identique à lui-même pendant 2 instants consécutifs. La première réaction de ceux qui sont confrontés à la peur de la mort est d'essayer de la supprimer par une distraction constante. Travail obsessionnel, consommation de divertissement, accumulation d'expériences, tout ce qui permet de garder l'esprit suffisamment occupé pour ne pas affronter la question de front. Cette stratégie fonctionne temporairement, mais elle a un coût très élevé. Plus nous évitons de penser à la mort, plus nous dépensons d'énergie psychique pour maintenir la répression active. Des études en psychologie montrent que la suppression des pensées indésirables ne les élimine pas, mais les repousse simplement vers des couches moins conscientes où elles continuent à opérer, souvent avec une intensité accrue. La peur ne disparaît pas. Elle se transforme en une anxiété diffuse, en un sentiment chronique d'urgence, en un besoin compulsif de contrôler l'incontrôlable. Vous finissez par vivre comme si vous fuyiez toujours quelque chose, parce que c'est le cas. La deuxième stratégie courante est le déni philosophique, la tentative de se convaincre rationnellement que la mort n'a pas d'importance. Épicure disait que tant que nous existons, la mort n'est pas présente, et que lorsque la mort est présente, nous n'existons pas, donc nous ne la rencontrons jamais. Logiquement impeccable, émotionnellement inutile. Vous pouvez répéter cet argument 1000 fois et ressentir encore une oppression dans la poitrine lorsque vous imaginez votre propre extinction. Pourquoi ? Parce que la peur de la mort n'est pas principalement rationnelle. Elle est viscérale. Elle est enracinée dans des couches du système nerveux antérieur à la pensée conceptuelle. Essayer de résoudre un problème émotionnel avec la logique, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un manuel de chimie. L'information peut être correcte, mais elle ne touche pas le processus réel qui cause la souffrance. Le zen offre quelque chose de radicalement différent. Pas de suppression, pas de remplacement par une croyance, pas d'argumentation logique, mais une observation directe. La pratique centrale est le zazen, une méditation assise sans objet de concentration spécifique. Vous vous asseyez dans une posture stable, vous maintenez votre colonne vertébrale droite, vous détendez votre corps et vous observez ce qui surgit dans votre conscience sans essayer de le modifier, de le supprimer ou de le prolonger. Des pensées apparaissent, vous les remarquez, elles passent. Des sensations émergent, vous les enregistrez, elles se transforment. Des émotions remontent à la surface, vous les reconnaissez, elles se dissolvent. Cette pratique n'élimine pas le contenu de l'esprit, mais modifie votre relation avec lui. Vous commencez à réaliser que ce ne sont pas vos pensées, ce ne sont pas vos émotions, ce ne sont pas vos sensations. Vous êtes la conscience qui observe tout cela apparaître et disparaître. Neurologiquement, ce qui se passe pendant un zazen prolongé est une diminution de l'activité dans le cortex préfrontal médian, une région associée à la construction narrative du moi. Des études de neuroimagerie menées sur des pratiquants expérimentés de méditation zen montrent également une réduction de l'activité dans l'insula postérieure, une zone liée à l'introspection corporelle et au sens du soi incorporé. Simultanément, on observe une augmentation de l'activité dans le cortex préfrontal latéral, associée à l'observation non réactive. En termes simples, le cerveau cesse de générer en permanence l'histoire de qui vous êtes et commence à fonctionner en mode de présence directe. Vous n'avez pas besoin de croire que le soi est une illusion, vous expérimentez directement sa nature processuelle, fluide, non substantielle. Et lorsque cela se produit, la peur de la mort perd son objectif, car il n'y a plus d'entité fixe à défendre.
La pratique ne s'arrête pas aux zazen formels. L'attention cultivée sur le coussin s'étend à la vie quotidienne, à travers ce que le zen appelle la pleine conscience en action. Vous faites la vaisselle en prêtant attention au mouvement de vos mains, à la température de l'eau, au bruit des bulles. Vous marchez en sentant le contact de vos pieds avec le sol, le mouvement de l'air sur votre peau, le rythme de votre respiration. Vous mangez en savourant chaque bouchée, sans distraction. Il s'agit simplement d'entraîner l'esprit à rester là où se trouve le corps, dans le moment présent. Pourquoi cela dissout-il la peur de la mort? Parce que la peur concerne toujours l'avenir, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Lorsque votre attention est complètement absorbée par le présent, il n'y a pas de place dans votre esprit pour des projections terrifiantes sur la fin. Vous ne niez pas la mort, vous réalisez qu'elle n'est pas là maintenant et que le présent est tout ce qui existe. Si ce qui est présenté ici a du sens pour vous et que vous souhaitez vous engager réellement dans cette recherche, écrivez dans les commentaires la phrase suivante : « Je choisis d'exister sans crainte ». C'est un rappel public à vous-même que vous avez décidé d'arrêter de fuir et de commencer à observer. Ce petit geste d'écrire, de rendre publique une intention, crée une responsabilité. Vous ne consommez pas seulement du contenu de manière passive, vous déclarez participer activement à votre propre transformation. Écrivez maintenant, avant de passer à la partie suivante. Ce qui suit dépend de votre présence véritable. La doctrine de l'Anatman, ou non-soi, est le pilier conceptuel qui sous-tend toute l'approche zen de la peur de la mort. Dans le bouddhisme primitif, cette idée a été formulée en réponse directe à la question « Qu'est-ce qui souffre exactement ?» Le Bouddha a observé que ce que nous appelons « moi » est en fait un ensemble de 5 processus interdépendants, les skandhas, la forme physique, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Aucun de ces composants n'est permanent ou indépendant. Le corps change constamment, les sensations apparaissent et disparaissent, les perceptions changent selon le contexte, les pensées surgissent et se dissolvent. La conscience elle-même fluctue entre différents états. Lorsque vous examinez attentivement, vous ne parvenez pas à localiser un « moi » qui existe séparément de ces processus. Ce que nous trouvons n'est pas une entité solide, mais un flux dynamique d'événements interdépendants que l'esprit étiquette comme « moi » pour des raisons pratiques. Dans le taoïsme, cette même compréhension est articulée à travers le concept de Wu Wei, l'action sans résistance au flux naturel des choses. Le Tao Te Ching dit « Ce qui est rigide et dur est le compagnon de la mort. Ce qui est souple et doux est le compagnon de la vie. » La rigidité ici n'est pas seulement physique, elle est cognitive et émotionnelle. Lorsque nous nous identifions de manière rigide à une image de nous-mêmes, à un rôle social, à un récit personnel figé, nous créons une friction avec la réalité qui est en constante évolution. Cette friction engendre de la souffrance. La mort devient terrifiante parce qu'elle représente la rupture définitive de l'image que nous essayons de maintenir figée. Mais si nous comprenons que nous faisons partie d'un processus plus vaste, que notre existence individuelle est une vague temporaire dans le vaste océan du Tao, alors la dissolution de cette vague n'est pas une tragédie, c'est un retour à la source. La mort n'est pas l'opposition à la vie, elle fait partie du même cycle continu de transformation. La psychologie jungienne offre un pont intéressant entre ces perspectives orientales et la compréhension occidentale de la psyché. Jung a observé que l'ego, la partie consciente de la personnalité qui dit « je », n'est qu'une petite fraction de la totalité psychique. En dessous se trouve l'inconscient personnel, rempli de souvenirs oubliés et de contenus refoulés. Et plus profondément encore se trouve l'inconscient collectif, une couche transpersonnelle où résident les archétypes universels. La peur de la mort, dans cette perspective, survient lorsque l'ego s'identifie comme la totalité de la personne. Lorsque nous réalisons que l'ego n'est qu'une fonction et non l'essence de l'identité, et que cette essence est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand et plus ancien, la mort de l'ego cesse d'être la fin absolue. Cette prise de conscience n'est pas un réconfort métaphysique facile, c'est la reconnaissance d'une structure psychique réelle qui peut être expérimentée dans des états de conscience élargis. La pratique zen, consistant à mourir avant de mourir, travaille directement avec cette reconnaissance.
Il ne s'agit pas de mortification du corps ou de négation de la vie, mais de dissolution volontaire de l'identification rigide à l'ego. Lors des retraites intensives de méditation, appelées Sesshin, les pratiquants s'assoient pendant de longues heures, plusieurs jours d'affilée, affrontant la douleur physique, l'ennui extrême, les vagues d'émotions refoulées qui remontent à la surface. À un certain moment, la résistance s'épuise. La tentative de contrôler l'expérience s'effondre. Ce qui ressort de cet effondrement n'est pas le chaos, mais une étrange clarté. Vous réalisez que vous pouvez observer la souffrance sans être détruit par elle, que vous pouvez assister à des pensées terrifiantes sans vous identifier à elles, que vous pouvez ressentir la dissolution du sens du soi sans mourir littéralement. Cette expérience de petite mort est une répétition de la mort physique, mais c'est aussi la constatation que celui qui observe tout cela demeure, même lorsque le contenu observé change radicalement. L'impermanence, concept central tant dans le zen que dans le taoïsme, n'est pas une vérité déprimante à tolérer, mais la condition qui permet toute créativité, croissance et transformation. Si les choses étaient permanentes, vous seriez toujours identique au bébé que vous étiez il y a des décennies. Si vos pensées ne changeaient pas, vous ne pourriez pas apprendre. Si vos cellules ne mourraient pas, vos tissus ne se renouvelleraient pas. La mort cellulaire programmée, l'apoptose, est essentielle à la vie. Chaque seconde, des millions de cellules meurent dans votre corps pour que vous restiez en vie. Cette danse entre la mort et la vie ne se produit pas seulement au niveau biologique, mais à tous les niveaux de l'existence. Après avoir traversé l'impermanence, l'identité, la peur et le silence, la question la plus honnête qui reste n'est peut-être pas « que se passe-t-il quand on meurt ?», mais quelque chose de plus simple et de plus difficile. Qu'est-ce qui est exactement vivant maintenant, pendant que vous lisez ces mots ? Le taoïsme n'offre pas de réponse définitive, car il considère que toute réponse fixe interrompt le flux. Le Tao ne s'explique pas, il se perçoit. Et peut-être que la plus grande erreur humaine n'est pas de craindre la mort, mais de croire que la vie est quelque chose que nous possédons, alors qu'en réalité, elle est quelque chose qui se produit à travers nous, instant après instant, sans jamais se répéter. Si quelque chose s'est clarifié au cours de ce parcours, ce n'est pas une nouvelle croyance pour remplacer les anciennes, mais un changement d'axe. L'avantage d'avoir suivi jusqu'ici n'est pas d'en savoir plus sur le zen, le Tao ou les neurosciences, mais de voir plus précisément le mécanisme intime de la souffrance. Lorsque le « moi » se relâche, lorsque le récit personnel perd de sa rigidité, la peur ne trouve plus où s'appuyer. Non pas parce qu'elle a été combattue, mais parce qu'elle a perdu sa base structurelle. Si quelque chose ici a résonné, non pas comme une idée, mais comme une reconnaissance intime, il vaut peut-être la peine de l'observer sans précipitation. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord ou en désaccord. Il suffit de remarquer. La contemplation n'exige aucun effort, seulement de l'honnêteté. Comme l'eau qui ne lutte pas contre le lit de la rivière, mais le révèle en passant, l'attention révèle ce qui était déjà présent. Des expériences comme celle-ci s'approfondissent lorsqu'elles sont partagées, non pas pour convaincre, mais pour refléter. Les récits, les doutes ou même les résistances font partie du même mouvement d'investigation. En s'exprimant, quelque chose devient plus clair. En écoutant les autres, quelque chose se déplace. La compréhension mûrit dans la rencontre, pas dans l'isolement conceptuel. Et ainsi, sans rien conclure, nous continuons. Le voyage ne mène pas à une réponse définitive, mais à une intimité croissante avec l'expérience directe de l'existence. S'il y a suffisamment de curiosité pour continuer à regarder, à suivre, à revenir à cet espace d'investigation, alors l'essentiel est déjà en mouvement. Le reste, comme le Tao, c'est suivre tout seul.